Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaichi.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour ce podcast je suis particulièrement content de recevoir Gaston Thiebès. Je le prononce pas très bien mais c'est un truc du genre. J'ai dû sortir les rames pour faire venir Gaston, pas pour le faire venir mais en tout cas pour qu'il fasse un podcast, donc je suis vraiment heureux, j'espère qu'il sera beaucoup écouté et que je doublerai le nombre d'écoutes de ce podcast pour passer de 4 à 8. Voilà, donc je vais vous présenter un peu Gaston avant de lui laisser la parole. Donc Gaston, c'est mon partenaire de pratique depuis 11 ans. 11 ans. Voilà, si tu le dis, je vais pas calculer, mais donc depuis longtemps. Donc pas mal de mes élèves ont entendu parler de Gaston, donc pour ceux qui t'ont jamais rencontré, ce sera l'occasion aussi de faire un peu plus connaissance. Et donc on a commencé à s'entraîner ensemble quand on pratiquait dans une autre école. Donc en fait, on suivait le même cours. Et quand on pratique le Tai Chi, c'est souvent le Graal de trouver un partenaire pour faire les pratiques à deux. Ouais, surtout que dans cette école, on ne faisait pas beaucoup de pratiques à deux. Et donc, je crois qu'un jour en cours, je disais, personne ne veut faire du travail à deux. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient dispo le vendredi et tout ça? Et puis donc voilà, Gaston a répondu présent et on a commencé à s'entraîner. Et de là, une grande amitié, enfin en tout cas pour moi, de mon côté, réciproque, est née. Et ça a donné vraiment une nouvelle impulsion à notre pratique. On s'entraînait donc après notre cours tout le temps, toutes les semaines. Et voilà, je fais un petit résumé, mais après tu pourras revenir dessus. Et ensuite, il y a eu ce changement d'école. Donc il y a eu toute cette exploration qu'on a faite. Ce changement d'école où je suis passé dans un premier temps mon HME, puis toi ensuite. Et toi, tu as déménagé et ensuite, tu es devenu donc instructeur aussi, Evenman Earth à Chambéry. Voilà, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'instructeurs pour l'instant en France, HME. Donc voilà pour la présentation. Ouais. C'est pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est un bon départ. Voilà, je sais pas, donc qu'est-ce que tu pourrais rajouter ? Moi je rajouterais que donc on a commencé à s'entraîner ensemble en 2014, ça faisait déjà 6 ans que je faisais du Tai Chi et moi si j'avais pas trouvé de partenaire de pratique, je pense qu'à cette époque-là, j'aurais arrêté le Tai Chi parce qu'il me manquait quelque chose et ça a permis de vraiment développer un goût pour la pratique et une dimension vivante et extérieure qui est très enrichissante, qu'il est toujours. Donc je suis très content d'avoir trouvé mon Kung Fu Brother à cette époque-là. En plus, on avait tous les deux la disponibilité nécessaire pour pouvoir s'entraîner régulièrement. Ça aussi, c'était quand même une bonne chose. Ouais, parce que c'est pas évident de trouver déjà quelqu'un avec qui s'entraîner. En plus, quelqu'un qui est disponible... disons, quelqu'un qui a envie déjà. Ouais. Ensuite, quelqu'un qui est disponible, qui a des dispos un peu communes, ou en tout cas, qui peut se rendre disponible, et qui a un peu la même motivation, le même niveau d'engagement, etc. C'est quand même vraiment pas facile, en fait. Ouais, je pense déjà individuellement, c'est pas facile de trouver du temps pour soi. Enfin, quand on en discute avec d'autres pratiquants, que ce soit des pratiquants, on va dire, réguliers, soit des élèves qui ont une pratique hebdomadaire et qui aimeraient bien développer une pratique quotidienne, c'est une sacrée montagne de trouver un espace pour pouvoir faire quelque chose de manière régulière, même quand on n'en a pas envie, etc. Donc être capable de dégager cette énergie pour pouvoir s'adonner à sa passion, c'est pas commun, et le fait de trouver quelqu'un qui a le même engagement, même niveau d'engagement, c'est un sacré cadeau, quoi. Ouais. Et parce qu'en fait, en Tai Chi, la grande partie du travail, elle est solo.
Vraiment, la grande majorité, c'est la pratique solo. Mais ouais, il y a ce travail à deux. Et on peut aussi lui donner une plus ou moins grande place. Mais j'allais dire, c'est pas comme des sports vraiment de combat ou quoi, où en fait, tu as quand même une grosse partie de travail avec partenaire. Donc les gens arrivent à se retrouver peut-être plus facilement pour s'entraîner ensemble, etc. Mais il n'y a pas la partie qui demande de s'entraîner en amont tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que si en tai chi, on faisait que la pratique à deux, c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui a le même niveau d'engagement, justement, qui aussi arrive à trouver le temps pour s'entraîner chez lui en fait régulièrement, quoi. Ouais, il y a ça aussi. et je pense que une des différences avec les sports de combat qui sont comme la boxe ou qui sont vraiment des sports qui sont orientés, le sens de la pratique c'est quand même le combat, l'objectif. En tai chi l'objectif il est, en tout cas pour moi il est personnel. Mais il a besoin de cette dimension extérieure pour pouvoir se développer, mais c'est quand même essentiellement un travail avec moi-même, plus que il n'y a pas de recherche de casser la tête à quelqu'un. Il y a pas, voilà. Pourquoi? C'est putain de projet sympa ça. Oui, non, mais c'est clair que de toute manière, en tout cas, mon expérience, la grande majorité des gens qui viennent essayer ou qui veulent s'adonner au tai chi, j'imagine, c'est quand même une grande minorité de personnes qui veulent utiliser ça pour se battre avec, quoi. C'est vraiment très restreint. Comme moi, j'en connais pas en fait. Non, simplement, j'en connais pas en fait. Ça me paraîtrait un mauvais choix. Aussi. Ça me paraîtrait pas le choix le plus pertinent. Alors, faut être armé de patience. Et au final, je pense qu'en t'entraînant sérieusement, l'envie de casser des têtes disparaît, quoi. Ouais. Si tu t'entraînes correctement. Si le self-défense, c'est s'entraîner pour pouvoir se défendre dans 20 ans. Ouais, c'est un peu... Ah oui, si on le voit dans l'aspect de self-défense, qui est encore différent du combat sportif, quoi. C'est encore un autre aspect. Mais effectivement, en termes de self-défense, moi, si quelqu'un venait un jour en me disant moi, je viens prendre des cours chez toi pour faire de la self-défense, je dirais je te conseille d'aller voir ailleurs, parce que moi, je vais pas te rendre efficace en self-défense. Non, il y a d'autres pratiques. Ouais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres je pense réellement que ça peut avoir cet effet de donner des réponses, etc. Mais déjà, avec un entraînement qui est plutôt orienté dans cet aspect-là. Et en plus, c'est long. Ouais. Dans tous les cas, c'est long. Donc, faut pas attendre des résultats rapides sur ce point de vue-là. Ouais. Donc, bon. Mais justement, du coup, finalement, si tu regardes la majorité des gens qui pratiquent le tai chi, combien pratiquent déjà régulièrement chez eux, tu vois? Ouais, il y a la question de la pratique régulière qui se fait seul chez soi, et après il y a aussi la question de la pratique régulière qui se fait seul chez soi aussi les jours où on n'en a pas vraiment envie. Oui, bien sûr. Ça c'est encore un autre degré d'investissement. Voilà. Mais oui, la proportion de gens qui ont vraiment une pratique régulière, elle est faible. Ça réduit déjà. Et c'est pour ça que je te disais que c'était un peu le Graal dans le sens de trouver un partenaire de pratique. C'est aussi trouver un partenaire qui a à peu près le même niveau de pratique personnelle. Ouais, il y a cette, on a de la chance. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. On a vraiment de la chance. Ouais. Parce que moi, je connais pas mal de monde qui fait un peu comme il peut. Alors, soit t'as pas de partenaire, et tu peux faire ça, hein, tu peux. Mais c'est vrai que il y a un côté fun déjà à s'entraîner à deux, et puis un côté. Alors nous, du coup, et peut-être on peut parler de ça. D'ailleurs, on n'a pas envisagé ça parce que juste avant le podcast, on réfléchissait à quel thème on pourrait aborder comme ça pour un premier podcast. Et il y a un thème de la relation en fait. C'est un thème intéressant. Ouais. De la relation qu'on a construite à force de s'entraîner ensemble. Et moi, souvent, j'en parle à mes élèves quand je les invite à. Enfin, je les invite. Je leur parle du fait que c'est vachement chouette de pratiquer avec plein de gens différents. Quand tu fais des tests, quand on se fait des groundings, c'est-à-dire qu'on se pousse, on apprend à neutraliser la force. Puis après, il y a toutes les routines à deux.
C'est vachement intéressant de pratiquer avec plein de gens différents parce que ça apprend à lire des corps différents, à observer des corps différents. Et ça, c'est super. Et juste de réaliser à quel point tout le monde est différent, en fait. Et ça, c'est bien. Mais pour s'entraîner comme dans une dynamique d'entraînement solo, dans une dynamique vraiment de cultiver des qualités, ça me semble, c'est important de s'entraîner avec une personne ou deux, les mêmes, et de construire quelque chose aussi dans la relation. Et c'est ça qui est difficile à trouver. Mais dans cette relation, du coup, on a développé une certaine qualité de lecture, de l'un de l'autre, le fait qu'on se connaisse, et qui après se transmet, quand on travaille avec nos élèves ou même avec d'autres personnes, parce que c'est du coup la qualité de perception, de ting qu'on peut avoir chez l'autre, elle n'a pas disparu. Mais à mon avis, elle s'est développée notamment parce qu'on s'est entraîné beaucoup ensemble. Et tu vois, dès qu'on s'entraîne ensemble, les bénéfices de nos entraînements, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, dans le lien, dans la relation, il y a quelque chose qui se développe dans le champ verbal déjà, rien qu'en termes de vocabulaire. Quand on parle d'une partie du corps, d'une tension, ou qu'on évoque avec des mots, on n'a pas besoin d'en discuter longtemps pour se comprendre. Déjà, dans le champ verbal, on a créé une relation qui fait qu'on sait de quoi il s'agit. Et dans le non-verbal, c'est la même chose. On sait à travers la qualité du toucher de l'autre, on est capable de transmettre des indications sur des erreurs de structure ou des choses comme ça qu'on sent instantanément, quoi. Sans qu'on ait besoin d'expliquer, sans qu'on ait besoin de ce qu'on ferait avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a un champ de linguistique, verbal et non verbal, qui s'est développé avec le temps, qui est très très vaste et qui est passionnant parce qu'il touche à notre corps physique et à nos réactions, à notre inconfort, à des choses qui sont finalement, je dirais, intimes, très personnelles en tout cas. Et du coup, ça fait que tu me connais très très bien et je te connais très très bien. Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a une confiance aussi qui se développe dans le subconscient, dans la psyché, et qui nous permet de lire peut-être du coup plus loin. Ouais, on a travaillé les yeux fermés, se mettre des coups par surprise, les yeux fermés. Ça a créé un niveau de stress. C'est le fait d'arriver à se détendre dans cette situation avec un partenaire qu'on connaît bien, ça fait qu'on a une confiance en lui qui se crée. Qui n'est pas forcément consciente, qui est plus, c'est plus vaste que ça. Ça crée un truc très apaisé en fait dans la relation. Voilà. Mais il y a quand même un petit peu de compétition entre nous. Ouais, bien sûr. Et c'est important pour que ça crée quand même un peu de stress, etc. à relâcher. Il y a un peu de challenge, c'est sûr que. Et on est quand même assez différents de base. Alors, bien sûr, on a plein de points communs. Mais déjà, la taille. Donc, la taille, oui. Je suis très grand, je ne sais pas combien tu mesures. 1m95, ouais. Voilà, moi je mesure 1m71, allez, on va dire 71. Enfin, en tout cas, voilà, moi je suis moyen. Je suis pas petit, je suis moyen. Mais voilà, toi tu es plutôt grand, donc ça crée déjà une différence. Puis même dans notre manière d'être, dans notre manière d'exprimer les choses. Donc on se comprend, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a développé un langage commun, comme tu disais. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je fais la parenthèse, que je trouvais ça vraiment chouette que tu acceptes de faire le podcast, parce qu'on n'a pas toujours le même angle de vision des choses, tu vois. Tu as un autre prisme, etc. Et c'est intéressant d'avoir des angles différents, un prisme un peu différent de la même chose, ou un vocabulaire différent pour dire la même chose. Donc ça, c'est cool aussi. Ouais, donc... Et ça, c'est vrai que j'ai dû peut-être en parler dans des podcasts, cette histoire de relation, qui est importante dans la transmission pour moi, entre un professeur et un élève. Il y a une histoire de relation, j'en avais parlé aussi, peut-être concernant le chant indien, où il y a vraiment quelque chose de ce type-là qui est important en fait. Tu as besoin de passer du temps avec l'enseignant, le maître, peu importe comment on l'appelle, mais qui, dans les méthodes de transmission traditionnelles, par exemple donc dans le chant Drupad, tu vois, et ça prend du temps pour juste comprendre ce qu'il te demande, en fait. Et c'est à force de le connaître que tu t'arrives à deviner
de plus en plus ce qu'il attend quand il te demande quelque chose, etc. Et dans l'enseignement de Tai Chi, tu vois, quand on dit tout le temps suivez les instructions, je pense, peut-être les gens en ont marre d'écouter les podcasts parce que je le répète beaucoup, mais ça fait partie aussi, parce que pour suivre les instructions, il faut les comprendre. Et il y en a, tu mets du temps avant de les comprendre. Et pour les comprendre, il faut fréquenter l'enseignement, entendre encore et encore les instructions, passer du temps avec la personne pour finalement comprendre ce qu'elle dit et ce qu'elle raconte. Et beaucoup de gens veulent capter immédiatement. Et je pense que là, ce qu'on évoque, c'est que c'est comme une relation, et n'importe quelle relation, ça demande du temps. Il n'y a rien d'instantané, quoi. C'est toujours, ça demande un temps pour que ça... Tu vois, la relation qu'on a aujourd'hui, c'est pas construite immédiatement. Tu vois, c'est au fil du temps. Ça se construit dans le temps. Ouais. Et puis je pense que dans le cheminement personnel, ce que je disais tout à l'heure, moi j'aurais certainement arrêté le tai chi si on n'avait pas commencé à travailler ensemble. Parce que autant le tai chi, ça m'a toujours apporté un bien-être. Je découvre des sensations, des capacités corporelles, des zones du corps. Voilà, on a tout un rapport à soi-même. On développe quand même une certaine santé. On a certaine une vitalité. Une vitalité. Il y a des aspects purement corporels qu'on développe. Dans le cheminement personnel, il y a quelque chose de... Quand on se tourne toujours à l'intérieur, on a aussi besoin de l'exposer à l'extérieur. On a besoin de pouvoir tâter, de voir, j'apprends à relâcher mon corps. Pour pouvoir développer de la force, il faut que je puisse vérifier que ça produise de la force. Le but, c'est pas de produire de la force, c'est d'apprendre à relâcher. C'est le relâchement de mon corps qui m'intéresse le plus, en fait. Mais compte tenu qu'on fait du tai chi, on a quand même cette idée de confrontation au monde extérieur tout le temps. Moi, je parle souvent dans le bien-être, il y a un peu ce mythe qui est si tout le monde s'arrête autour de moi, je vais pouvoir me reposer. Je vais pouvoir être tranquille. Comme si c'était possible déjà. Parce qu'en fait, ça revient à mourir. C'est un peu une sorte de fantasme de penser qu'on peut être détendu et que rien ne va nous agresser autour de nous. Qu'on ne va jamais confronter en fait, notre capacité d'être détendu à l'extérieur. Donc on va rentrer par exemple dans des cours de méditation où on va mettre une musique douce, une ambiance, on va se couper vraiment du monde, on va créer de l'imaginaire dans lequel on se sent bien, etc. Et puis on sort, on prend sa voiture et il y a un mec qui nous fait une queue de poisson. La transition de l'un à l'autre, elle permet pas d'apprendre la confrontation. Et ce que j'aime bien moi dans le tai chi, c'est qu'on développe le relâchement à l'intérieur et on cherche ensuite à le confronter dans le travail avec partenaire à est-ce que j'arrive à continuer à être relâché quand je pousse quelqu'un, quand on fait du travail à deux et que je suis en train de perdre, est-ce que j'arrive à rester relâché? Et toute cette dimension-là, tu peux pas la vivre s'il n'y a pas de relation. Et dans le fait d'avoir trouvé un partenaire de pratique, on emmène cette expérience-là, qui est une expérience de comment j'arrive à continuer à cultiver mon intérieur détendu, agréable, tout en allant jusqu'à mettre des gants et se mettre des pains, quoi. Oui, c'est l'idée de cultiver un certain niveau de calme, de tranquillité à l'intérieur. Et ensuite, on veut amener des pressions progressivement pour apprendre à maintenir ce niveau de calme sous pression, quoi. C'est comme ça que j'en parle régulièrement. Mais ça commence déjà juste tout seul avec quand tes cuisses te crament etc. Oui, mais après, c'est juste que dans l'entraînement, il y a cette partie où tu es confronté à la réalité, en fait, parce que la réalité est pleine d'inconfort et de pression. Et que le fait que que tu sois confronté dans l'entraînement, ça te change, ça te modifie, ça te transforme et ça te rend plus apte à continuer à maintenir ces transformations dans la vie quotidienne. Quelque chose comme ça. Ouais, ça te rend plus fort. En fait, penser qu'on peut être détendu et bien sans devenir fort, pour moi, c'est un mythe. On peut, mais sauf que tu vas... Ouais, et c'est pas de la vraie détente, pour le coup. Enfin, moi, c'est comme ça que je je pense que c'est plutôt de l'évitement.
En fait, de toute façon, la vie, elle te confronte. De toute façon, il y a des gens qui t'aiment pas. De toute façon, il y a des gens qui se conduisent mal. Il y a des gens qui votent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes idées. Le monde, il est fait, il est quand même source de contraintes et de contrariétés. Et si tu veux pouvoir rester ouvert, avoir un espace intérieur vaste dans lequel tu te sens bien, et ben, il faut que tu puisses être en mesure de répondre à cet inconfort constant qui vient de l'extérieur. Et ça passe par s'y confronter. C'est la différence entre s'entraîner à rester calme sous la pression, à développer ce confort dans l'inconfort, au lieu de chercher à toujours transformer l'extérieur pour qu'il corresponde à ce qu'on veut, pour que tout soit idéal autour de nous tout le temps, comme dirait d'ailleurs Adam, et dans plusieurs vidéos il parle de ça, il dit comme si tu cherchais à rendre tout parfait, même en tai chi d'ailleurs, tu sais, comme s'il y avait des postures, il faut que ta posture elle soit toujours exactement parfaite. Donc il y a bien sûr les paramètres de posture quand tu t'entraînes, mais après dans la vie, et donc c'est là où d'ailleurs le travail à deux, disons qui devient un peu plus martial, va prendre du sens. C'est que tu vas pas chercher à être retrouvé tout le temps dans des postures parfaites. C'est aussi comment tu apprends à rester calme, tranquille, et comment tu peux continuer de générer de la puissance interne alors que tu es dans une position qui n'est pas parfaite, qui est inconfortable, etc. Et du coup, ça rend les gens, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas, je pense chez moi, j'espère, et en tout cas, peut-être toi, tu as pu le voir, le changement, moi je l'ai vu chez toi. C'est ça qui est chouette aussi, d'ailleurs, c'est de voir le changement chez l'autre et pas que chez soi. Comment on apprend à rester plus cool sous pression dans des situations difficiles plutôt que des personnes que j'ai pu voir autour de moi. Et parce que, en fait, moi, j'aime bien m'inspirer des gens chez qui je vois que ça marche et regarder, mais qu'est-ce que tu fais? Et essayer de faire pareil. Et d'un autre côté, voir les gens pour qui ça marche pas et regarder ce qu'ils font. Et ceux pour qui ça marche pas, c'est des gens qui ont des pratiques qui, en fait, cherchent toujours à rendre l'expérience parfait. Donc tu parlais de méditation par exemple, je vais imaginer des trucs cool, etc., etc. Et au final dans la vie c'est des personnes qui comment dire, on peut le voir dans l'autre sens, ça veut dire si le résultat ne marche pas, c'est certainement que ta pratique elle n'est pas correcte. Et c'est des personnes qui vont par exemple être s'énerver dès que t'es pas d'accord avec eux, dès que ça se passe pas comme ils veulent, et qui sont incapables d'être juste normaux, tranquilles, si la personne en face d'elle ne correspond pas à ses attentes, tu vois. Et pour moi, un entraînement correct, au contraire, il te rend beaucoup plus tolérant, ouvert, capable d'être cool, avec même des gens qui ne correspondent pas à ton idéal, etc. Ou des situations, tu vois, qui ne correspondent pas à ton idéal. Et en même temps, ça apprend quand même à être solide, stable, mais c'est ça aussi qui fait qu'on réagit moins. Ça nous rend moins réactifs, quoi. Ouais, ça nous rend plus calme, ouais. Et moins, en fait, on s'identifie moins au monde extérieur. Il y a quelque chose, par exemple, on parle souvent de l'identification aux idées. Si je pense que je suis mes idées, je vais être extrêmement frustré du fait que tout le monde autour de moi a des idées différentes. Exactement. Voilà, tout le monde a toujours un peu la solution pour sauver le monde. Soyez tous comme moi. En fait, non. Ça me fait penser un peu comme, tu sais, comme tu dis ouais, ce film, j'adore ce film, ou j'adore ce groupe de musique, etc. Puis en face, l'autre personne qui dit ah, moi j'aime pas du tout. Et tu te sens blessé. Ouais, tu la vois, petite réaction qui naît à l'intérieur. Si ça arrive, si tu te sens mal à l'aise ou blessé par ça, ça veut dire que tu es identifié. Parce que la personne, c'est comme si elle te critiquait toi, en fait, au lieu de. Alors qu'elle est juste en train de dire qu'elle aime pas ce groupe. Tu dis, ouais, c'est vraiment de la merde ce film. Et toi, tu es là, ah, mais moi je l'aime bien. Il peut y avoir ce phénomène. Après, il peut y avoir aussi le phénomène de. Comme si ça mettait un frein à la relation. Tu vois, comme si le fait qu'on n'aime pas la même chose, ça cassait quelque chose dans la relation. Peut-être il peut y avoir ça aussi qui fait ça met mal à l'aise. Mais c'est intéressant d'observer ce truc-là, parce qu'en fait, moi en tout cas je pratique, on peut venir à cette question-là, de pourquoi on pratique, mais une des raisons pour laquelle je pratique et pourquoi du coup l'enseignement d'Adam m'a autant attiré et pourquoi j'y suis allé au final, c'est sa pratique de la méditation, ce qu'il en dit aussi,
qui correspond exactement à ce pourquoi je pratique. Et tout le processus, disons, spirituel, si je peux dire ce mot-là, parce que c'est pour ça que je pratique le tai chi, il y a cette histoire des identifications. Donc si après des années d'entraînement, je ne suis pas un peu désidentifié et que je suis toujours accroché à toutes ces choses-là, certainement que ça va peut-être pas dans le bon sens. Parce qu'en fait, on peut pratiquer et s'identifier à notre pratique. Et donc les gens qui pensent pas comme nous, qui font pas comme nous. Tu vois ce que je veux dire, c'est que comme dans l'écologie, par exemple, ou dans moi j'ai mes pratiques, j'ai ma manière de voir, mais tu peux être comment on dit, ceux qui font des manifs et tout ça. Tu peux être militant. Militant, voilà. Tu peux croire en quelque chose, être à fond dedans, sans penser que tout le monde devrait faire comme toi, penser comme toi. Tu vois, et c'est voilà, quelque chose à détecter. Et dans le travail à deux, quand on se pousse, donc ce matin on a travaillé les épaules, tu es obligé de développer, en tout cas tel qu'on le travaille, je trouve, de développer cette profonde sincérité, parce que si tu ne veux pas voir, tu peux pas avancer. Donc tu veux être sincère pour voir. C'est juste un truc de fou ce qu'il y a dans ses épaules. Ah oui, là, c'est un truc de malade. Je me souviens même aussi, là on est à 11 ans de pratique avec partenaire. Si je prends nos débuts, où ça fait 6 ans que tu fais du tai chi, tu te dis ouais, mon tai chi commence à être pas mal, et puis t'arrives, tu commences à travailler à deux, à te pousser un peu sur des mouvements que tu fais depuis 6 ans, et puis en fait tu t'écroules comme un château de cartes parce qu'en fait t'es pas bien aligné, parce que t'as toujours mis des grosses œillères sur ton incompétence dans certaines zones de ton corps. Voilà, là au début tu prends un peu une baffe, quoi. Tu te dis bien, c'est bien, il y a du boulot. Ouais. Voilà. Et ce qui est fou, c'est cet enseignement, du coup. Comment il développe cette... si on le suit avec un minimum de sincérité dès le départ, comment il va contribuer à approfondir cette sincérité, etc. Et comment ça a construit. Moi, je le vois chez toi, franchement, c'est un truc de fou. La stabilité, le calme. Parce qu'en fait, c'est un autre truc, c'est que quand on pratique dans certaines écoles, on peut prendre l'habitude de toujours être confronté au même type de personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, oui, et du coup, tu as des manières de pousser, etc. Et moi, je me souviens, dès que ça changeait un peu, déjà, j'étais embêté par toi, puis après, à force de travailler avec toi, ça va mieux et tout ça. Mais après, dès que, par contre, j'allais et que j'étais confronté à d'autres types de personnes qui poussent, etc., c'était pas la même, quoi. J'étais vite en galère et tout ça. Mais en pratiquant avec cette pratique-là, ça n'a juste rien à voir. En côtoyant plein de types de personnes. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez Adam, c'est que il met un accent sur des notions personnelles qui sont pour lui importantes, qui sont la sincérité, qui sont le comportement, le caractère. La manière dont tu fais évoluer ton caractère avec ta pratique, la manière dont tu regardes ta propre pratique. Et il te le laisse à toi. Enfin, lui-même, il va pas faire des jugements sur ta sincérité. Par contre, il le rappelle. Il va pas te dire comment tu dois te comporter. Il va pas te dire comment. Non, je préfère préciser. Tu sais que Gaston, il y a des gens qui disent que c'est une secte. Je dis les choses honnêtement sur ce podcast pour les personnes qui ont l'habitude. Il y a des gens qui sont un peu farfelus et qui disent que c'est une secte et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc je préfère préciser. Il ne dit pas comment on doit se comporter, il dit pas, etc. Il dit juste que le caractère, c'est quand même important. Et effectivement, que la sincérité, c'est une qualité importante à développer. Voilà. Après, chacun en fait ce qu'il veut, mais effectivement, il va le rappeler. Il va le rappeler régulièrement. Et après, quand même, la manière dont il enseigne le tai chi, ça reste un enseignement de tai chi. Hein. La manière dont il l'enseigne t'amène et t'invite à apprendre à te regarder en face. Parce que déjà, tu veux développer profondément Song, et que le Song, c'est du calme, déjà, dans un premier temps. Et donc, voilà, de fil en aiguille, si tu comprends bien que tu es obligé d'aller voir ça, quoi. T'es obligé d'aller voir là où tu résistes, là où tu crispes, là où dans ton esprit t'es coincé, etc., quoi. Ouais, tu peux faire de la pratique solo et te prendre quand même des sacrées étapes, quoi. Il y a quand même des paliers à franchir, et t'as pas forcément besoin de quelqu'un pour te conseiller en continu sur la question. Quoi. C'est une pratique qui est
c'est un vrai challenge pour soi-même en fait. Donc en ça, la pratique en elle-même, effectivement, elle véhicule déjà cette idée. Mais ça va bien avec le propos de Adam. Et là, je trouve, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est cette dimension-là. C'est une forme de simplicité, de franchise, un truc. C'est Franck Ducollier. C'est Franck Ducollier. Et c'est aussi ce que j'ai. Et ça interdit pas d'être intellectuel. Hein, c'est pas la question. Mais ça ramène à des choses relativement simples quand on se regarde, on fait un petit peu moins de blabla sur ce qui se passe à l'intérieur et on voit avec un petit peu plus de franchise. Si je prends un exemple, par exemple, je m'embrouille avec un membre de ma famille, je peux dans ma tête me faire toute une idée de pourquoi on s'embrouille, de oui mais il a fait ça avant, non, et puis je peux aussi regarder simplement, en fait, juste je suis tendu quand j'y pense. Voilà. Ça va pas plus loin. Et déjà ramener ça à cette question c'est relativement simple en fait. Juste t'es en train de tendre. La personne en face, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu lèves un peu le pied et tu essayes de faire en sorte que le conflit il s'envenime pas en fait. Et j'aime bien cette dimension chez lui de simplifier, de ramener à des choses un peu essentielles de la vie, sois une bonne personne avec les gens qui sont autour de toi. Déjà, c'est déjà un bon départ, quoi. Mais déjà normal, en fait. Ouais, il dit même que le premier niveau, c'est d'être normal. Ouais, c'est d'être normal. Ouais. Il y a plein de gens cherchent des hautes sphères spirituelles sans avoir une normalité. Et puis, on en discutait, mais moi, j'ai un exemple. Pardon. La bienveillance, par exemple, qui est une notion dans la spiritualité, on va beaucoup en parler. Et en fait, des personnes qui vont viser l'amour universel, je sais pas trop quoi, alors qu'ils sont juste... Il leur manque déjà juste d'être normal avec les autres autour d'eux, avec leurs proches, avec les gens qui côtoient tous les jours. Et c'est vrai, juste d'atteindre cette normalité de base, quoi, espèce de sympathie normale, avant de viser des hautes sphères. Et ça, c'est pareil dans le tai chi, il dit du grossier au subtil. Ouais. Et avant de faire des trucs énergétiques super subtils, etc., juste déjà, en fait, il y a des gens, c'est des blocs, mais... Moi, j'étais un bloc, mais tu as des personnes qui sont encore plus des blocs, disons, et qui vont chercher des trucs énergétiques et farfelus avant de travailler sur déjà le grossier. Ouais, je pense qu'on peut prendre un exemple très simple. J'ai un rendez-vous chez le médecin, je peux pas y aller, j'appelle, je préviens. Ouais, par exemple. Et il y a des gens, en fait, ils le font pas. Et ils ont certainement leur raison, la timidité, j'ai pas le temps, ils ont des excuses pour pas le faire, mais en soi déjà c'est pas normal. C'est juste pas normal. Et en fait, ils se rendent pas compte de comment ça gangrène à l'intérieur. En fait, ça fait une petite graine il dit une goutte d'eau polluée dans un verre d'eau pure, ça pollue l'eau en fait. Ouais. Parce que ça crée dans le subconscient, on sait que c'est pas très correct. On a des comportements où on peut se cacher, mais on sent que c'est pas correct, et donc ça crée un malaise à l'intérieur. Et ce malaise, il est déjà une grosse entrave à la pratique, en fait, juste à être calme, à trouver le relâchement. Tu vois, dans le tai chi, on veut être song. Donc, pour être song, il faut être calme. Et donc, pour être calme, c'est déjà... Tu as plein de choses qui créent de la culpabilité juste dans ta manière de te comporter dans le quotidien. Déjà, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, ça demande de regarder un peu ça. Le seul moyen de masquer ta culpabilité, c'est de créer du dialogue intérieur. Peut-être pas le seul moyen, mais en tout cas, c'est un moyen. En tout cas, c'est un des moyens qu'on va trouver pour... Tu crées de l'agitation pour te masquer ce qu'il y a derrière. Donc, il se passe je pense à plein de trucs, j'ai plein de trucs à faire, j'ai une agitation mentale énorme, parce qu'en fait, ça m'évite de me poser et de regarder les petits trucs qui me grattent, quoi. Les trucs qui est coincé dans mes épaules, les 10 milliards de trucs qui sont coincés dans mes épaules. Et dès que tu vas commencer à calmer l'esprit, tu vas commencer par travailler sur en tai chi, on travaille sur notre corps. Et la première chose d'ailleurs qu'on voit, c'est cette agitation-là. Ouais, c'est ce premier écran de fumée, quoi. Ouais. Et du coup, c'est wow. Donc, faut être OK avec le fait de voir, c'est un sacré chantier. Donc, on revient à cette sincérité, parce que si je veux pas le voir, voilà, je vais jamais réussir à aller au-delà, quoi. Mais de voir ce gros chantier qui se passe, cette agitation permanente, et être OK pour traverser ça. Parce qu'effectivement, je pense que c'est l'expérience de beaucoup. En méditation, notamment, tu t'assois, tu es immobile et tu vas juste te rendre compte que c'est un gros bazar dans ta tête. Ouais.
Ouais, c'est hyper dur d'être calme. Mm. Et en soi, je pense que l'objectif de la pratique, c'est pas d'être. On a un peu cette idée du vide, etc. Mais déjà, juste de calmer, d'être relatif dans la question de calme, c'est de développer quelque chose de plus calme. Oui, voilà. J'arrive avec un corps tendu dans un cours de tai chi. Je m'entraîne, mon corps se détend un petit peu. Et mon esprit, il va être un petit peu impacté. Et c'est déjà vachement bien, en fait. C'est pas forcément quelque chose d'absolutiste de dire soit on est détendu, soit on l'est pas, soit on est calme, soit on l'est pas. On a tous nos... C'est pas un état figé, et puis il y a plusieurs strates, et puis ouais. Ouais, et puis la vie, de toute façon, en continu, elle nous emmène à plus être calme. Enfin, dès qu'on est en mouvement. Elle va venir challenger ça. Bah ouais, là, on a exploré. Ouais, aujourd'hui, on travaille les épaules, à les calmer de manière immobile, et puis après, on met en mouvement, et ne serait-ce que de bouger les doigts, déjà, on sent la difficulté à garder ce qu'on a construit immobile rien qu'en bougeant les doigts. Donc, voilà, la vie en continu, elle nous emmène à du remue-ménage et revenir clair. vers quelque chose de plus calme. C'est challengeant. C'est challengeant, puis c'est chouette. C'est un chouette chemin. Par contre, c'est ça, c'est que c'est agréable. Quand tu acceptes de voir le bazar que c'est, mais que tu arrives à être tranquille dans ce bazar, c'est-à-dire à pas réagir à ce bazar, parce qu'en fait, ce bazar, c'est déjà une réaction. Et quand tu le vois, ça peut créer une nouvelle réaction. Donc déjà, quand tu apprends à rester calme avec OK, c'est le bazar. Déjà, tu vois, c'est une première étape. C'est un bon c'est début. Bien. Puis après, quand le bazar se calme un peu, ça reste un gros bazar, mais un peu mieux. Et du coup, ça fait un tel bien. Et là, ce qu'on disait ce matin, c'est qu'il y a un bénéfice vraiment pour le coup qui est immédiat. Et c'est important parce que ça donne envie, en fait, de continuer d'aller là-dedans, quoi. Et ça renverse un peu le truc au lieu d'avoir peur d'être confronté à ça, bah finalement, tu vois à quel point ça fait du bien. Et ça nourrit l'envie de s'entraîner, quoi. Ouais, et puis c'est chouette. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir le confronter et d'avoir un retour. Ah oui, c'est ça. C'est aussi que là, vu qu'on travaille tous les deux, on a cette possibilité d'avoir un retour sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est pas juste un truc que j'ai imaginé dans ma tête. L'autre, il le voit aussi. Et puis après, au bout d'un moment, tu as les copains qui vont te dire « Ah ouais, quand même, on voit que tu es devenu plus calme. » Ça confirme une réalité, ouais. Voilà, c'est le bordel au boulot. Et puis finalement, je me rends compte que tout le monde est super agité. Et moi, je le suis pas, alors que avant, j'aurais pu l'être. Et toutes ces réalités concrètes, elles viennent valider ce qu'on développe à l'intérieur. Ouais, c'est en fait, et c'est là, on vient à ce sujet qui est qu'on a besoin de pression pour se développer, on a besoin de pression pour progresser. Il y a le micro qui tombe. Ouais, le micro descend un peu. Donc moi, je suis obligé de m'affaisser un peu. Vas-y, remonte là. Tu peux dévisser le truc et remonter. Ouais. Pas de problème. Je pense que nos éditeurs seront patients. Moi, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils sont déjà assez patients. Et donc, c'est l'inverse, encore une fois. Vrai, c'est compliqué cette question, cette notion. C'est l'inverse de... En fait, c'est bizarre parce c'est bizarre. Ça peut paraître paradoxal. On est animé à pratiquer parce qu'on veut se sentir mieux. Donc, c'est une fuite de l'inconfort. Mais en fait, pour la solution, c'est pas de rendre les choses confortables. On peut développer un état d'esprit pour rendre le fait d'être avec soi-même plus confortable. Mais on veut absolument développer aussi d'un autre côté, comme ça que j'exprime souvent, donc c'est 2 facettes de la pièce, notre tolérance à l'inconfort. Pour que ça dépende de moins en moins du contexte extérieur, tu vois, et qu'on soit capable de rester confortable avec soi-même quand la situation extérieure est inconfortable. Et c'est quasiment tout le temps. En fait, finalement, si on regarde de près, c'est quand même très... Voilà. Mais si tu développes pas cette capacité à tolérer l'inconfort et à tolérer les situations où la vie ne correspond pas à tes attentes, ça fait qu'encore une fois, je reviens à ce truc-là, tu vas émotionnellement être complètement instable, déséquilibré, parce qu'en tai chi, c'est une histoire d'équilibre quand même, qu'on cherche à maintenir l'équilibre sous pression en fait. Et du moment qu'il y a une stimulation qui crée une réponse émotionnelle forte, bam, tu pars complètement en déséquilibre. Et donc, c'est des personnes qui vont du coup avoir des gros problèmes au niveau émotionnel. Dès que tu n'es pas d'accord avec elles, bam, elles vont s'énerver. Dès que tu vas les regarder un peu, mais ça leur va pas, bam, elles vont s'énerver. Tu vois, t'as une vision du monde qui correspond pas à la leur, bam, ils vont s'énerver.
Et elles vont se retrouver dans des situations dans la vie à avoir à utiliser beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources pour essayer de rendre le monde à leur image. Ouais, ou en tout cas, ils vont subir le fait que c'est pas une réalité. Au final, oui. Ouais, Au final, bien sûr, ils vont. Oui, c'est pour ça que je dis ça marche pas. Après, ça peut être. Tu donnais l'exemple de la réaction où les gens s'énervent, et puis il y a la réaction où les gens dépriment, où les gens sont tristes. Exactement. Tout simplement, il y a des gens qui sont écrasés par ça. J'ai pris cet exemple, mais pour dire qu'il y a une réaction émotionnelle et qu'on veut développer une forme de stabilité calme qui fait que on est moins impacté par une grosse charge émotionnelle. Enfin, il va moins y avoir de réponse de grosses charges émotionnelles qui vont nous faire perdre l'équilibre. Moi, après, ça, c'est une question qui est intéressante qu'on pourrait développer, mais juste sur cet aspect de nous rendre moins réactifs. Et ce qui me semble important, quelle que soit, je pense, la discipline qu'on fait, c'est d'apprendre à regarder les choses en face et de vraiment regarder si on est dans notre comportement de tous les jours, en fait. Juste ça, simplement, en fait. Comment t'es ? Est-ce que tu réagis beaucoup ? Est-ce que tu... Ouais, faut confronter. Ouais. C'est yin-yang, quoi. Ça a été d'ailleurs quand je suis passé à HME. Donc toi, t'es passé à HME à un petit décalage. Ouais, il y a eu un petit décalage. Disons, il y a eu un petit moment de flottement entre nous deux. Et je me rappelle quand tu m'as dit, ça y est, je vais me mettre au système HME et tout, j'étais heureux. Vraiment, j'étais profondément heureux pour toi. Parce que je savais le bien que ça m'avait fait moi. Émotionnellement parlant, comment ça m'avait fait du bien en fait de faire cette méthode. La différence, quoi. Et du coup, j'étais vraiment heureux pour toi. Je me suis dit, putain, ça va vraiment lui faire du bien. Et j'étais aussi heureux parce qu'on allait pouvoir se réentraîner ensemble avec le même matériel, quoi. Ça, c'était quand même chouette. C'est très important. C'est très important parce que ça veut dire qu'on est tous les deux à aller dans la même direction. Il y a ça aussi, on parlait de relations tout à l'heure, mais il y a aussi le fait qu'on soit deux à aller dans la même direction. C'est peut-être légèrement différent, on n'est pas la même personne, mais notre direction globale, ce qu'on cherche au final, c'est la même chose et avec le même matériel et on va au même endroit, on vise la même chose. Et en fait, ça, c'est super important parce que si tu t'entraînes avec quelqu'un qui vise pas la même chose, disons qu'on a notre subconscient qui a pas la même intention, qui va pas dans la même direction. C'est comme si on était sur un bateau mais qu'on voulait pas aller au même endroit. Et du coup, ça peut être problématique. Ça marche moins bien, disons, parce qu'un coup tu vas à l'autre, tu dis non à gauche, l'autre à droite, et c'est pas forcément conscient d'ailleurs ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément conscient. Oui, mais si on est tous les deux à mettre la même énergie dans la même chose, c'est un peu comme tu parlais, si je peux me permettre, sinon je couperais, c'est plus personnel, mais dans l'entreprise, quand tu te réunis, quand tu as un projet collectif, en fait, c'est important d'avoir un projet commun et d'aller dans la même direction. Si tu te mets en commun, mais quand tu vises pas la même chose, c'est pas sûr que ça marche bien et que ça aille loin, quoi, et que ça dure dans le temps. Oui. Tu risques de te confronter au fait que le collectif n'était peut-être pas la solution à ce que tu voulais développer. Voilà. Effectivement, tu peux penser que les moyens devraient être différents, etc. Mais au moins, si tu as le même, tu vises la même chose déjà. En fait, au début, important, au début, j'aurais tendance à dire au début, ça marche. Parce que c'est un peu ce schéma où on va chercher, tu sais, ce dessin bouddhiste où au début les zigzags, donc on va dans le très dur et après dans le très mou et on fait des allers-retours pour essayer de trouver le milieu, en fait, le juste milieu. Et au début, ces extrêmes, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Et plus on avance sur le chemin, plus ces extrêmes, ils sont proches. C'est-à-dire que tous les deux, on fait on suit la même pratique. On est en gros sur le même chemin. Mais on fait quand même toujours un petit peu, on a tous les deux un peu des oscillations, quoi, qui nous sont propres et en fait elles se réduisent. Et pour pouvoir percevoir ces subtilités, il faut quelqu'un qui soit dans les mêmes subtilités. Si c'est une personne qui fait un chemin différent, elle va être dans des subtilités différentes et en fait il peut pas identifier en fait si mon partenaire de pratique fait une pratique qui est très différente de la mienne. Il va pas pouvoir identifier les nuances dans ce que moi je suis en train de faire et moi je pourrais pas identifier les nuances dans ce que lui il est en train de faire.
Donc au début, on va pouvoir parler les premières années, on fait des pratiques, disons, 2 tai chi différents. On va tous les deux pouvoir parler d'alignement. Donc les alignements, on va pouvoir comparer, je vais pouvoir aider l'autre dans ses alignements, il va pouvoir m'aider dans les alignements. Du coup, ça marche. Mais au bout d'un moment, la nuance, elle est beaucoup plus fine que ça. Et elle n'est pas la même des deux côtés. Donc ça ne matche plus. Sauf qu'on s'en rend pas compte. Alors du coup, on cherche un peu... en fait, notre partenaire, qui certes, c'est généralement un ami, quoi qu'en même temps, il fait autre chose, donc c'est pas vraiment un ami. Enfin, bon, c'est un autre sujet. En gros, ce partenaire, en fait, il va plus nous aider, en fait. Il va même nous rendre la vie plus difficile. Parce qu'il va pas... Les nuances dans lesquelles il va vouloir nous emmener, c'est pas les nuances dans lesquelles on est. Ouais, nous, on a connu un peu ça tous les deux pendant un temps où c'était où je sentais bien que toi tu voulais m'emmener dans des trucs qui étaient propres à HME et moi je faisais mes trucs qui étaient propres à mon école et ouais, ça allait pas, quoi. Ça a même créé de la friction. Il y avait un moment où ça devenait plus très agréable de travailler ensemble. Du coup, c'était parce que j'étais meilleur, quoi. Et ouais, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça, le Gaston. Bah non, mais je vois bien que tu veux pas le dire parce qu'on est en public, mais avoue-le devant tout le monde. Voilà où on en arrive après 16 ans de pratique. Le plus important, c'est quand même d'être le meilleur. Je suis désolé, Gaston, mais à un moment donné... Ouais, au final, quand on fait travail à deux, c'est celui qui gagne qui a raison. C'est le meilleur, ouais. Ça, c'est le plus grand piège. Hein. Ouais. C'est ce qui marche. Ouais. Parce que tu peux pousser l'autre, mais pas en faisant ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, pas en faisant ce qu'on cherche. Et du coup, tu te dis, bah, ça marche, donc il faut que je fasse ça, il faut que je pousse comme un bourrin, ça a l'air de marcher. Ouais, ça a marché, ouais. C'est le plus grand piège, c'est ce qui marche. C'est chercher l'effet. Ça, c'est un gros truc. Mais... Et oui, carrément, ouais. Ouais, c'est pour ça. Et notamment quand on a un enseignement aussi clair et précis qu'on a chez moi, en fait, ou avec un enseignant qui illustre aussi bien l'équilibre entre la puissance et le relâchement, entre la structure et le relâchement. Lui, il a quand même un équilibre des deux qui est incroyable, quoi. Parce que c'est ce que je voyais avant, d'ailleurs, d'être HME, et c'est ce qui m'a attiré quand je l'ai vu. Et encore plus quand je l'ai touché, parce que du coup, en fait, quand tu le vois, notamment maintenant et tout ça, tu vois ce qu'il dégage. Il dégage un truc quand même assez volumineux, tu vois, puissant, etc. Et le Song, il en parle, mais tu le vois pas forcément à l'image. Tu vois l'effet après quand il manipule les gens, mais quand t'as pas le contact, par contre, quand tu touches, il y a rien, quoi. C'est vide dedans, c'est complètement sans réaction. Ça réagit, il y a pas de réaction, c'est décontracté, mais en même temps extrêmement puissant et tonique. Son corps, c'est quand même particulier, quoi, à toucher. Et c'est très spécial, ouais. Et donc d'illustrer cet équilibre entre les deux, bah t'as un exemple c'est ça qu'on cherche. Donc effectivement, ce que tu disais, on va osciller entre l'un et l'autre. Mais sauf que là, en fait, en tout cas, avant de trouver HME, quand je voyais, en fait, souvent, tu vas avoir une tendance de certaines écoles qui vont mettre l'accent sur certains principes et qui vont peut-être avoir un tai chi un peu, ce que j'appelle dur, et donc crispé, qui est pas si vide, et d'autres où ça va être l'inverse, tai chi un peu mou, avec des alignements, des genoux qui tombent, des axes un peu qui s'écrasent, des choses comme ça. Tu vois, donc là, il y a du relâchement, mais sans qu'il manque la structure. Et du coup, parce que c'est extrêmement dur, en fait, d'avoir l'équilibre des deux. Et donc, aussi, il y a beaucoup d'écoles qui sont construites sur l'enseignement de certains maîtres qui ont trouvé un truc particulier et qui ont centré tout leur enseignement autour de cet unique principe ou un principe ou deux. Et d'avoir l'ensemble, comme ça, un équilibre. Un tel équilibre, quoi, c'est pas si commun. Voilà. Alors, je précise encore une fois, parce que maintenant j'ai l'habitude de faire des podcasts et d'avoir des retours de gens. Je ne considère ni Adam comme un dieu, ni comme quelqu'un de surnaturel, ni comme le seul au monde à être bon en tai chi. Non, il y a plein d'autres maîtres, etc. Mais après, il y en a plein aussi qui sont pas connus, en fait, qu'on voit pas parce qu'ils s'exposent pas. Il y en a qui sont, font, on va dire de la Chine, parce que on sait bien que les seuls maîtres qui existent, c'est en Chine. Tous les autres, voilà, c'est ironique, bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas. Non, mais voilà, c'est vrai, il y a plein de maîtres qu'on ne connaît pas forcément. Je ne dis pas que c'est le seul au monde, mais en tout cas, lui, je pense que au-delà d'être un très grand pratiquant de tai chi, c'est aussi un très bon enseignant. Alors voilà, maintenant il y a cet aspect-là. J'en ai parlé dans le dernier podcast en large et en travers de l'histoire d'avoir des gens qui... que si tu vas apprendre un art, il faut être sûr que la personne a la compétence et ensuite qui sait la transmettre.
Donc ça veut dire que y a des exemples et de multiples exemples d'élèves qui ont développé les compétences. Donc ça veut dire que la personne sait transmettre. Ouais, il sait transmettre. Et Je pense qu'il est capable de dire à quelqu'un faut que tu fasses des pompes et faut que tu prennes le soleil, et puis dire à quelqu'un d'autre faut vraiment que tu te relâches. Ouais. Et, oui, c'est ça. Il est capable il est capable de t'emmener dans la direction dans laquelle il faut que toi t'ailles. Ouais. Sans forcément beaucoup te connaître. En fonction de là où t'en es. Ouais, sans forcément. Et en fait, c'est rare d'avoir quelqu'un qui cumule et la compétence et la pédagogie, disons, la capacité à transmettre. Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas forcément si bons, mais ils sont quand même bons pédagogues. Ils ont une bonne compréhension des gens, ils savent bien accompagner, etc. J'ai fait des études de maths, plus les gens sont bons en maths, plus mauvais professeurs ils deviennent. Ouais. Les gens qui font de la recherche théorique sont incapables d'enseigner. C'est après souvent ça aussi, les gens qui sont très bons, ils ont beaucoup pratiqué, sont beaucoup entraînés tout seuls, et ils sont devenus bons, et des fois ils comprennent pas forcément exactement les tenants et les aboutissants de pourquoi en fait ils sont si bons. Et donc d'avoir quelqu'un qui est en même temps bon et aussi bon enseignant, ouais, c'est quand même assez, c'est assez rare. Hein. Quand je dis c'est rare, ça veut dire c'est rare. Ça veut pas dire c'est le seul au monde, et c'est un dieu. Et tous les soirs, j'ai ma petite bougie avec mon. Toi aussi, Gaston. Tu as le cadre d'Adam devant ton lit et tu fais une prière tous les soirs. Oui, bien sûr. Voilà. Moi aussi. Non, bon. Mais oui, trêve de plaisanterie. Excusez-moi pour ces blagues. C'est juste des fois je suis fatigué par certains messages que je reçois. Franchement, mais des fois il y en a, faudrait que je lise. Faut que je vous lise un jour. Il y en a, c'est vraiment incroyable. Le film que peuvent se faire les gens. Mais après c'est sur les réseaux, hein, donc. Ouais, mais c'est Internet. Tiens, c'est un autre sujet. Tiens, Gaston, que j'ai bien aimé ce que tu disais. Moi, je dis souvent, Internet, c'est la petite fenêtre par laquelle il y a des gens qui s'expriment et ils sont loin d'être représentatifs du monde réel. Exactement. Je pense que c'est une grossière erreur de penser que les gens qui s'expriment sur Internet sont représentatifs de ce que les gens pensent. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, dans le monde du tai chi, donc notamment, si on regarde dans nos élèves, et ben en fait, moi j'en ai très peu qui sont sur les réseaux et qui ont même un compte. Et dans le peu qui ont des comptes, encore moins les utilisent en fait et vont régulièrement. La plupart, ça les dépasse. Tout ça quoi. Donc effectivement c'est une petite fenêtre et donc en plus ceux qui réagissent et qui écrivent souvent c'est pas forcément ça. Alors quand vous me dites des mots sympas, par contre moi j'en profite, je fais une petite parenthèse. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sympas sous mes vidéos. Même pas sympa, c'est sympa quand même parce que ça fait quand même de la visibilité, etc. Je voudrais passer de 8 à 16 écoutes sur chaque podcast. Non, c'est une blague, je suis plutôt content. Et comme je crois que j'en parlais la dernière fois, là, mon but c'est pas de faire des milliards d'écoutes, c'est juste de partager, de passer un bon moment aussi. Et là c'est encore mieux avec toi Gaston, franchement. En tout cas voilà. C'est fait maintenant, tu vas pouvoir me lâcher la grappe pendant un an ou deux. Tu vois, je t'avais dit, on avait voulu faire court. On va peut-être arrêter là du coup. Ouais, ça me paraît pas mal. Moi j'allais continuer, mais à un moment si on s'arrête pas, on pourrait... Je propose qu'on s'entraîne un peu. Ouais. Qu'on fasse quoi. Ça sert à rien de s'entraîner, c'est surfait. C'est un peu comme les frites d'une certaine marque américaine. Moi, je fais que des podcasts. Moi, je m'entraîne plus depuis. Ça sert à rien. Ah ouais. Bah ouais. Ouais, c'est pour ça. À quoi ça sert de s'entraîner ? C'est pour ça que je me disais je faisais des progrès. Non, c'est moi qui deviens mauvais, c'est ça ? On va s'arrêter là. Ouais, merci Julien. À la limite, on en fera un autre. Hein, Gaston ? Ouais, l'occasion, ouais. Si, c'était sympa. Vous pouvez mettre plein de messages, s'il vous plaît, pour dire on veut entendre Gaston. Comme ça, je lui mets la pression. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Tu vois, souvent, on discute, je fais « Ah bah voilà, Gaston, c'est ça qu'il faut que tu dises en podcast. » Après, il y a des sujets un peu houleux, on en discutera pas en public. Houleux ? Ouais, si, c'est ça qu'on dit. Un peu sensible. Des sujets sensibles. Ouais, il y a des sujets, on sait que tout le monde n'a pas développé le relâchement nécessaire pour entendre qu'on n'est pas forcément d'accord avec eux. C'est beau ce que tu as dit. Êtes-vous assez song pour entendre des avis divergents, sans vous énerver ? Voilà la vraie question. Et je finirai par ça, mais c'est quand j'ai commencé à HME, c'est là. Tu parlais de simplicité tout à l'heure, c'est le premier truc. J'étais mais il suffit de juste il suffit juste de song. Ah oui, mais non, en fait juste song.
Et d'un coup, mon cerveau, c'est comme s'il venait de comprendre un truc que, mais il suffit juste de relâcher, en fait, et ça va mieux. Et là, le cerveau, oui, mais blablabla, non, mais juste relax. Les cuisses qui sont là, mais blablabla, ça brûle, c'est horrible, tu vas mourir, on va tomber. Ça, c'était même dans la vie de tous les jours, je veux dire. Ouais, dans la vie de tous les jours. Tu vois. Donc, c'était déjà la première porte de compréhension de, mais oui, d'accord, ok. Ah oui, mais... Bon, merci beaucoup, Gaston. Ouais, merci à toi. Je suis très touché. Je suis très heureux aussi. Je pense que c'est un des top podcasts. C'est génial. Et donc, si vous voulez pratiquer le Tai Chi HME, moi, j'ai toujours mes petits jingles et tout ça, vous savez où me trouver. Mais sur le site aussi, hmetaichi.fr, dont je parle dans le jingle de début, il y a aussi le lien vers l'école de Gaston. Donc, en bas de page, il y a Tai Chi HME à Chambéry. Donc, si vous êtes à Chambéry, vous voulez un petit cours hebdo, le meilleur, bien sûr. C'est mon avis. Je peux même pas dire ça, je les ai pas tous testés. Voilà. Si je suis sincère, je peux même pas le dire. Voilà. Ouais. Mais voilà, Gaston est vraiment cool. Bien sûr, je vais pas dire le contraire. C'était un super prof, super accompagnateur. Donc, allez-y, les yeux fermés. À bientôt. À bientôt. Au plaisir. Allez, bonne pratique à tous. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.